Juillet 1991, juillet 2021, 30 ans pour la conférence nationale souveraine au Togo. Mesdames, Messieurs, merci à tous d'être avec nous pour ce moment de partage d'informations, ce moment à travers lequel vous aurez des invités de marque à travers cette émission Avis de la diaspora dans laquelle vous êtes la bienvenue. Mesdames, Messieurs, nous souhaitons encore une fois bienvenue puisque c'est l'heure de vérité, c'est l'heure où nous partons au savoir. Nous voulons savoir, nous, la génération future, et également donc nous allons à la connaissance. Merci infiniment à tous et à chacun de vous de copier juste le lien donc de votre vidéo que vous avez nécessairement chez vous sur notre plateforme www.afrowebtv.com ou également sur FM Liberté, la première radio de la diaspora africaine. Merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée à ce média qui ne cesse de mettre à votre disposition de très belles informations, des informations de l'heure. Pour discuter des thématiques de ce jour, nous avons invité au studio M. Yempapu Yembouam, qui fait partie de la société civile, il est président également donc, de l'initiative africaine pour le développement de l'Afrique, une association, et également il est analyste politique. Merci M. Yempapu Yembouam d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Je vous en prie Moïse, bonjour et merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Également avec nous, nous avons l'insigne honneur d'avoir à nos côtés aujourd'hui un homme qui tient à sa parole, un homme très respecté également du côté de la diaspora, acteur politique également. Il est le premier ministre de Dr Agbeyome Kodjo, un opposant malheureux aux élections présidentielles du 22 février 2020. Alors, Monsieur Ben Djagba, bonjour. Bonjour Moïse, bonjour frère Yempapu. Et en effet, je salue toutes les téléspectatrices et tous les auditeurs. Merci. Merci Monsieur Ben Djagba d'avoir accepté notre invitation. Nous souhaitons la bienvenue à tous les amis internautes qui nous accompagneront tout au long également donc, de ce débat sur AfroWeb TV. Nous avons commencé donc le mercredi dernier ce débat concernant les 30 ans de la conférence nationale souveraine au Togo et qui avait eu lieu en 1991. Aujourd'hui, nous allons poursuivre également avec vous. Et vous pouvez également, vous qui nous regardez également sur notre télévision et ou sur notre site web afrowebtv.com ou également sur les réseaux sociaux, vous pouvez nous contacter par appel WhatsApp ou par appel direct sur le +1 319 462 89 79. Également, nous allons vous prier que vous aurez également 3 minutes. Lorsque vous appelez, vous aurez 3 minutes pour intervenir dans cette émission. Et avec respect, nous allons vous demander également de respecter également nos invités, puisque c'est une émission qui écrira désormais l'une des pages de notre histoire, le Togo. C'est l'Afrique qui gagne. Et avec nos invités de ce jour, nous parlerons également des 30 ans de cette conférence nationale souveraine et également nous parlerons de ce que font les acteurs politiques pour pallier également ce fléau du chômage du côté donc de l'Afrique. Messieurs, ma première question ira donc à Monsieur Yempapu Yembouam. Vous avez suivi également l'autre fois le débat le mercredi dernier et ma première question c'est de savoir quelles sont selon vous les causes et est-ce que selon vous la conférence nationale souveraine a réussi ou a échoué et quelles sont les causes, Monsieur Yempapu? Alors, merci beaucoup Moïse pour cette question pertinente. Effectivement, j'ai suivi les débats la dernière fois et j'avoue que j'étais resté beaucoup sur ma faim parce que on a en réalité passé la majeure partie à se tirer entre les jambes et plutôt que de traiter réellement du sujet de la conférence et dire les véritables raisons qui ont conduit à son échec. Oui, est-ce que la conférence était un échec? Oui, je crois que la conférence est un échec parce que
pour répondre à cette question, il faut d'abord retourner et chercher à comprendre pourquoi il y a eu justement la conférence nationale. Et à mon humble avis, bien qu'en son temps, je devais avoir moins de 20 ans, je pense que les raisons de la conférence, c'était pour travailler à instituer, en tout cas, des libertés, que ce soit publiques et individuelles. C'était pour, j'allais dire, mettre fin à un régime que l'on pensait, en tout cas, autoritaire, autocratique et militaire. C'était pour instituer justement le régime démocratique. Alors, lorsque vous jetez un coup d'œil quand même après ce qui s'est passé, on a quand même comme un arrière-goût amer, parce qu'aujourd'hui, nous sommes encore là, 30 ans après, à nous demander où est-ce que nous en sommes par rapport à cette démocratisation du pays. Nous en sommes encore là à nous demander ce que le multipartisme a pu produire comme effet positif pour nos pays. Nous en sommes là à nous demander si nous avons effectivement fini avec le régime militaire. Et pourtant, lorsqu'on regarde ce qu'a été quand même les résultats de cette conférence, on peut par exemple citer le fait d'aller vers la 4e République, qui est un résultat direct de cette conférence. Il y a justement le gouvernement de transition qui avait été mis en place et qui devait travailler avec le régime à faire en sorte que les Togolais puissent finalement s'accorder sur une même longueur d'onde et de façon à unifier le pays. Ensuite, il y a eu justement les élections, je crois, de 93, qui, en tout cas, avaient donné la majorité à l'opposition, notamment au Parlement, et qui, malheureusement, s'est soldée par une déchirure au sein donc de cette même opposition qui ne s'est pas entendue sur qui devait devenir Premier ministre. Aussi, nous avons justement comme résultat la création justement du HCR. Donc, lorsque nous regardons tout ceci réuni, et avec le fait tout récemment que nous avons connu en 2017 cette crise sociopolitique dans notre pays, et vraiment, on peut tirer la conclusion que effectivement, la conférence n'a pas réussi à unifier les Togolais. La conférence nationale n'a pas permis effectivement d'enraciner le pays dans la démocratie. La conférence nationale n'a pas permis justement de développer économiquement le pays, puisque nous en sommes encore là à la traîne. Alors, les causes, quant à ce qui les concerne, je crois, nous allons essayer de les épulcher au fur et à mesure que nous allons faire du chemin dans cette émission. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Yampapou Yambouama. Vous avez vraiment été succinct. Alors, l'autre fois, Monsieur Ben Djagba avait commencé par énumérer certaines causes. Je voudrais revenir sur les points saillants également, donc des causes de l'échec de la conférence nationale souveraine au Togo. Si vous pouvez encore en des grandes lignes nous rappeler les causes de cet échec, ce serait bien, Monsieur Ben Djagba. Merci Moïse. Tout d'abord, je voudrais saluer M. Yampapou Yamboua pour avoir planté le décor. Vous n'êtes pas sans savoir que dans les années 90, avec l'écroulement du mur de Berlin, donc ce qui a généré la formation des systèmes politiques partout ailleurs dans le monde, et
D'où la nécessité de voir certains pays, ce système unique de partis, ce système de partisans uniques que nous avons au Togo, c'est-à-dire le RPT. Donc, avec l'écroulement du mur de Berlin, donc la naissance des partis politiques, et donc le Togo, normalement, devrait en bénéficier. Et comme je vous l'avais dit, je mentionne le cas du Bénin, qui a été un très grand succès. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au Togo, par exemple, je suis né comme RPT, mes parents sont nés dans le système unique qui est le RPT. Et nous avons tous vécu dans ce système unique de RPT. Donc, avec l'avènement de la démocratie, d'où la nécessité de réunir les Togolais du sud au nord, de l'est à l'ouest, sous un seul arbre, pour pouvoir discuter des mots, c'est-à-dire des malaises, qui dérangeaient chacun et chacune. Tout d'abord, je pense que nous avons très mal compris ce qu'on appelle la démocratie. Je ne parle pas que de nous au Togo, certains pays en Afrique en font partie. Et donc, ce système démocratique qui est la voix du peuple par le peuple devrait quand même nous aider. Avec l'avènement de l'écroulement du mur de Berlin, donc la démocratie qui a commencé à souffler un peu en Afrique, nous nous sommes dit que nous avons tous les droits de dire tout ce qu'on veut, de faire tout ce qu'on veut. Alors, c'est une très fausse idéologie pour la simple raison que je me rappelle très bien. Dans les années 90-91, avec la formation des partis politiques au Togo, des gens se déplaçaient avec des armes blanches, des flèches, des couteaux, des coupes-coupes, des fusils et autres. Nous ne sommes pas quand même des broussards pour nous comporter comme ça. Il va falloir quand même une petite civilité au sein des peuples. Et donc, il y avait eu besoin de faire comme nos amis du Bénin l'ont fait. Ils ont réussi leur conférence nationale, d'où la nécessité en 91 d'avoir une conférence nationale souveraine qui a été présidée par Monseigneur Philippe Fanoko Bodjro. D'où les causes, c'est-à-dire la naissance du multipartisme et la mauvaise compréhension de ce qu'on appelle dictature, où les gens commençaient déjà à s'ériger les uns contre les autres avec des armes blanches partout. Des gens se promenaient avec des couteaux, des flèches, des coupes-coupes du sud au nord. Donc, il y avait déjà un état d'esprit mal engagé de la part de nos populations. Le Togo demeure un et demeurera un. Du sud au nord, de l'est à l'ouest, nous sommes unis et un. J'ai des racines à Dapaon, j'ai des sœurs qui sont mariées aux gens de Kara, j'ai des neveux Losso, Kabie, Kotokoli, jusqu'au sud. D'où au moins l'esprit d'unifier les Togolais pour pouvoir penser nos blessures. Mais les gens n'avaient pas bien compris. Donc, d'où les causes, la nécessité de reformer l'ancien système et d'instaurer maintenant un état d'esprit vers le futur. Mais nous n'avons pas bien compris le système. Nous nous sommes mis, quand je dis nous, la classe de l'opposition, c'est-à-dire la souche opposante au régime RPT, a trop visé haut. C'est-à-dire qu'il fallait battre la terre. La conférence nationale s'est déroulée, je pense bien, en 51 jours, moins de 2 mois, mais ça s'est mal terminé. Et les conséquences, nous les vivons aujourd'hui pour la simple raison qu'au moins nous avons pu avoir
la sagesse de Monseigneur Philippe Fanoko Kpojoro, qui a vite su instaurer le Haut Conseil de la République avec la formation d'un Premier ministre. À l'époque, c'était Joseph Kofigo. Et d'autres systèmes, au moins, ont eu lieu sur le terrain. Mais dire que est-ce un échec ou bien est-ce une réussite, je ne peux pas dire que c'est un échec pour la simple raison qu'au moins nous avons pu quand même instaurer ce que j'appelle le multipartisme au Togo, en même temps avec la nomination d'un Premier ministre. Est-ce une réussite? Non, le but principal de la conférence nationale n'a pas été atteint pour la simple raison que lors de cette même conférence, les gens, c'est-à-dire les participants étaient vite partis trop en besogne avec des insultes. Et j'étais là témoin. Je n'étais pas là dans la salle, mais je suivais tout. Mais j'avais des membres, les membres proches de ma famille qui étaient dans la salle. Donc j'avais en quelque sorte tout ce qui se passait. Donc on était vite parti en besogne en insultant le président de la République, Feu Yadema, en insultant ses ministres. Je me rappelle Maître Okanse qui était vraiment vocal. Donc ce sont des choses que, d'ailleurs, nous devons apprendre de ces leçons comme quoi la démocratie n'est pas nécessairement synonyme de désordre. Je vous remercie. Nous payons aujourd'hui les conséquences jusque-là et nous sommes dans votre émission Avis de la diaspora sur les ondes d'Afro-Web TV. Les conséquences, c'est la génération 30 ans après qui a commencé par payer ces conséquences-là. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous constatons que les choses ne sont pas réglées en bonne et due forme. Quels ont été vraiment l'impact social, l'impact politique et économique sur le Togo, Monsieur Yampapou Yamboama? Bon, lorsque nous parlons des impacts de la conférence nationale sur la situation sociale et sur la situation économique, il faut dire que, parlant de la situation économique, ce que les Togolais peuvent retenir, c'est justement la rupture avec la coopération internationale sur le plan économique. Voilà, on a vu les pays de l'Union européenne claquer la porte et arrêter toute aide à l'endroit donc du gouvernement togolais, ce qui a rendu vraiment encore beaucoup plus compliqué la situation au niveau social, qui déjà n'allait pas et qui expliquait en partie justement la tenue de cette conférence-là. C'est vous dire que sur le plan social, bon, les choses sont allées encore de manière beaucoup plus aggravée parce que ceux-là qui travaillaient avaient perdu finalement leur boulot à cause du fait que certaines structures avaient fermé. Il y a cette grève je crois, si je ne me trompe, de 92-93, qui était une grève véritablement illimitée et qui a mis à genoux vraiment l'économie nationale. Et donc, il va sans dire que le tissu social s'est trouvé véritablement déchiqueté après la conférence nationale. Bon, pourquoi on est arrivé à tout ceci, à mon humble avis? Je crois que nous sommes allés à la conférence nationale de manière non préparée. C'est comme si les acteurs de la conférence nationale n'avaient pas été véritablement préparés. Et ceux-là qu'on a justement élus pour diriger cette conférence nationale, notamment Monseigneur Kpojoro, n'a pas eu la lucidité nécessaire, la sagesse nécessaire pour mettre sur pied la stratégie qui pouvait marcher. Parce que, connaissant le contexte en son temps dans le pays,
les gens étaient véritablement à couteau tiré entre le pouvoir et l'opposition d'une part, et entre le pouvoir et la société civile d'autre part. Alors, il aurait fallu peut-être des rencontres de manière séparée d'abord, pour préparer effectivement les esprits, amener les gens à comprendre les objectifs justement de la conférence, pour que chacun puisse effectivement mettre au-dessus l'intérêt général. Et malheureusement, on est allé de manière précipitée et vers cette conférence, ce qui fait que, bon, vous comprenez, aujourd'hui, même moi, j'ai l'habitude de le dire, je pense que effectivement l'opposition avait péché par rapport à sa verve au niveau de la conférence, parce que en réalité, ce n'est pas que ce que les gens relevaient comme problème n'était pas pertinent. Non, c'est que lorsque vous mettez au-dessus les insultes, ou bien lorsque vous mélangez les insultes dans vos critiques, pourtant pertinentes, vous atteignez finalement un objectif qui n'était pas prévu. C'est-à-dire l'objectif qui est de diminuer l'autre, de l'humilier, de le rabaisser, de le honnir, et donc de le dépouiller en réalité de sa dignité. Vous comprenez? Mais ce n'est pas que on ne pouvait pas non plus les comprendre, parce que vous ne pouvez pas quand même frapper quelqu'un et lui demander au même moment de ne pas pleurer. Sauf que ce qui n'est pas pardonnable, ce n'est pas n'importe quel Togolais qu'on a quand même amené à la conférence nationale. Et c'est là le véritable problème. C'est quand même des intellectuels, des gens qui étaient appelés à gouverner ce pays-là, et qui, par-dessus tout, auraient dû mettre l'intérêt, justement, du pays en premier lieu, plutôt que de recourir à des questions individuelles, à des questions d'émotion, à des questions de personnalité. Les gens ont laissé parler tellement leur personnalité que, finalement, la conférence a abouti à ce que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire l'échec patent de cette conférence-là. Alors que là où ça a été bien préparé, tel que par exemple la situation en Afrique du Sud, dont on a d'ailleurs voulu s'inspirer, mais je ne sais pas pourquoi on n'a pas réussi à faire comme les Sud-Africains. On a vu dans la conférence nationale de l'Afrique du Sud des bourreaux et des victimes être mises face à face, et où le bourreau a dû raconter de manière exhaustive tout ce qu'il a fait à sa victime, et parfois dans les pleurs, dans les chaudes larmes, parce que l'émotion étant là, le temps étant passé, les gens ont revu vraiment la laideur des actes qui avaient été commis à l'endroit de leurs concitoyens. Et la victime étant présente, écoutant, voyant justement l'expression de celui-là qui hier était son bourreau, qui aujourd'hui est dans cet état-là, ça a permis à la victime de se consoler, de comprendre que derrière ça quand même, derrière cette ignominie, il y a eu quand même quelque part du regret, de la compassion. Et finalement, ces gens-là ont fini par demander pardon. Et la procédure ne s'est pas arrêtée là. Elle a continué parce qu'il fallait indemniser quand même les victimes. Mais ce qui n'a pas été le cas dans notre pays, on est venu, on a passé le temps justement à se tirer dans les pieds, à s'insulter. N'importe qui va donc prendre la parole, c'est pour insulter l'autre. Pourtant, il y avait des choses tellement importantes et il fallait être suffisamment sage pour se dire que nous sommes là, justement pour éviter ce qui s'est passé hier et que personne n'a aimé. Et qu'il faut tout faire
pour que le lendemain soit meilleur pour les générations futures. On a balayé tout ça du revers de la main. Et pour moi, c'est parce que tout ce qui était avait en réalité joué au populisme. C'est-à-dire que chacun voulait aller faire son one-man show pour attirer justement l'approbation du public. Donc avoir une certaine popularité au sein du public. Donc voilà ce qui s'est passé. De l'autre côté, par rapport donc à cette loi, j'avais dit, la modification de la Constitution, là aussi, on a malheureusement taillé aussi la Constitution en fonction justement des personnes. Et ça fait que ça n'a pas marché. Parce que moi, aujourd'hui, je suis encore là à me poser des questions. Si moi, au regard, par exemple, de la Constitution de 92, qui donnait, par exemple, qui avait débouché sur la mise en place de la transition, qui donnait un large pouvoir au Premier ministre par rapport à un président qui pourtant est élu. Et je me demande, à partir de ce moment, comment est-ce qu'un président qui est élu peut être là et à recevoir des ordres d'un Premier ministre que lui-même a nommé. Moi, je ne suis pas un spécialiste de la Constitution ou des lois, mais c'est une logique que je ne peux pas comprendre. Et donc, aujourd'hui, bien que j'étais dans le camp qui combattait éyadement, aujourd'hui, avec l'âge, quand j'ai pris connaissance, parce que c'est là aussi qu'il faut comprendre, nous les petits militants là, généralement, on ne vient pas vous expliquer tout ce qu'il y a. Donc c'est après que vous découvrez qu'en réalité, ce qu'on vous présentait comme étant justement quelque chose de très parfait, ce n'était pas aussi parfait que cela. Donc avec l'âge, j'ai été amené à partir donc de mes recherches à découvrir certaines choses qui m'ont quand même fait comprendre que, mais écoute, même moi, à la place des Yadema, je n'aurais jamais accepté cela. Voilà la situation. Et donc ça a conduit à des positions radicales. Donc, à un certain moment donné, le président qui était favorable pour aller vers donc, la négociation, qui a accepté l'ouverture de ces travaux-là, a dû taper du poing sur la table pour dire, OK, arrêtez, je ne pensais pas que c'était juste une stratégie pour m'évincer. Maintenant que j'ai su que c'est moi que vous voulez évincer, OK, moi je le fais avant vous. Et donc, Eyadema, à partir de ce moment, a utilisé tous les moyens en son pouvoir pour, effectivement, faire en sorte qu'on ne puisse pas l'évincer tel que les gens l'avaient souhaité. Ouais, le mal est déjà fait et aujourd'hui, c'est à nous maintenant de...